question de cadre de qualification, M. Francisco Alarcón a déjà parlé de la notion cadre de qualification. Et moi, je vais partager l'expérience que nous sommes en train de faire au Costa Rica par rapport à ce cadre pour l'éducation et la formation technique professionnelle. Vous allez voir les sigles EFTP. C'est un résumé des modalités d'éducation et formation visant à fournir aux étudiants les compétences professionnelles. Ce terme a été défini par l'OIT, par l'UNESCO, pour tout ce qui concerne une formation pour le travail. Quelques antécédents de la raison de pourquoi est-ce que nous avons décidé de travailler dans le cadre des qualifications au niveau de l'éducation et la formation technique professionnelle. Le progrès que nous avons fait, ce qui reste à faire. Dans les antécédents, il est important de dire, de souligner que l'initiative initiale a été qu'on allait à l'Université technique nationale, membre de CONAREN, avec l'inquiétude qu'on observait qu'au pays, il y avait une offre qui s'élargissait en ce qui concernait la formation des techniciens. C'était l'expression qu'on utilisait. Le secteur d'entreprise met de plus en plus l'accent sur le besoin de compter avec des experts techniques et le pays commençait à avoir une offre importante. Donc la question c'était de faire un mappage de cette offre. On a fait le mappage de l'offre. Par la suite, je vais vous donner quelques résultats du mappage. Par la suite, on a socialisé les résultats du mappage et dans des centres de travail, dans des bureaux de ressources humaines, dans des bureaux de gouvernement. Et nous avons senti qu'il y avait de la coïncidence dans le besoin de parler d'un ordre dans l'éducation et la formation technique au niveau national. L'offre commençait à s'élargir sans aucun contrôle. Voici quelques résultats du mappage. Vous voyez d'où cette inquiétude concernant la carte a commencé. On a étudié 562 programmes. De là, on a vu que 50% c'était des programmes offerts par le ministère de l'Éducation publique, qui a le programme d'éducation diversifiée, 4e siècle, et l'INA, l'Institut national d'apprentissage. Ce 50% étaient des programmes qui répondaient à une structure curriculaire systématisée d'institutions officielles. L'autre 50% était offert par des centres d'éducation publique ou privée en répondant à des initiatives propres de chaque centre qui voulait s'occuper des besoins du secteur entrepreneur sans aucun contrôle de la part d'aucune entité d'État ou gouvernementale. C'était le premier résultat. Le deuxième résultat, des plusieurs résultats, mais je vais vous montrer seulement deux, c'était le nombre de titres que nous avons trouvés, des diplômes que nous avons trouvés qui étaient à l'offre. Des diplômes parfois similaires, mais dont les programmes avaient des caractéristiques très différentes, depuis le profil de début, le nombre d'heures, la taille du programme, le profil de départ et programmes avec le même nom ou des programmes très similaires avec des diplômes très différents. C'était intéressant, même inquiétant de se trouver dans des centres d'éducation où on consultait qui avait le programme, on a dit nous, qui l'a développé, qui le développe nous, qui fournit le diplôme nous. Il y avait donc un nombre important de programmes au niveau national qui répondent à la vision du centre.
Cela fait que même les centres de ressources humaines manifestaient d'avoir des problèmes lors du moment de prendre des décisions pour recruter du personnel, des doutes concernant le profil des diplômés des différents programmes. Ce résultat du mappage et la socialisation des résultats nous a mené à dire il nous faut un projet pays, quelque chose qui nous permettra d'organiser l'organisation technique au niveau du pays. On a commencé par plusieurs choses. La première chose qu'on a fait, je ne sais pas, vous ne pas lire, mais la première chose qu'on a fait, c'était un effort d'intégration. Le travail s'était fait depuis qu'on allait, on a dit qu'on allait seul, les universités publiques seules vont pas pouvoir le faire, c'est pas leur responsabilité. L'idée, c'était de travailler avec le ministère de l'Éducation publique, avec l'INA, dans un effort d'intégration, proposer un cadre national de qualification. Et là, dans cet effort, nous avons trouvé qu'il y avait des importants travaux faits par le ministère de l'Éducation, par l'Institut national d'apprentissage. Il y avait une proposition dans le programme national de développement du pays vis-à-vis des objectifs. Nous avons fait un travail conjoint et cette équipe a été officialisée par le biais de ce qu'on appelle le Conseil présidentiel d'innovation et talent humain, dont la vice-présidence de la République est responsable. On a officialisé une équipe technique dans le but de présenter une proposition de cadre national. Je vous donne cette chronologie, le détail de cette chronologie, parce que le processus suivi est important. Il répond au résultat d'un mappage. Il y a eu une intégration des institutions. Au moment d'officialiser l'équipe de travail, le ministère du Travail s'est intégré, l'éducation supérieure privée aussi, ainsi que l'UCAEP, l'Union des chambres et des associations d'entrepreneurs privés. C'est joint aussi. Ensemble, nous sommes parvenus à une définition pour le cadre de qualification. La littérature inclut plusieurs définitions de ce cadre de qualification. Nous avons voulu mettre l'accent sur certains aspects comme que ce serait une structure reconnue à titre national. C'était important pour donner des qualifications et compétences en utilisant des critères techniques définis dans les descripteurs, comme Francisco a dit, dans le but d'orienter la formation, de classifier les opérations, faciliter la mobilité des personnes dans des différents niveaux et pour évidemment répondre au marché du travail. C'est une définition large avec des mots qu'on considérait clés pour le processus à suivre. On a ponctualisé des buts de propos concrets dans le cadre qu'on établissait. Un des propos était de promouvoir l'apprentissage systématique, bien lié avec le fait d'orienter à des routes de formation. Quand l'étudiant arrivait à un niveau de formation, pouvait voir quelles étaient ses possibilités de croissance, de développement, et non pas, il recevait un programme et quand un autre arrive, il doit commencer à partir de zéro quand il arrive à notre programme. Donc l'idée, c'était de favoriser la reconnaissance des différents niveaux de formation. La formation technique commence à acquérir d'autres caractéristiques dans nos pays. C'était l'éducation de ceux qui n'étaient pas très intelligents ou qui nécessitaient travailler rapidement. C'était les notions, les concepts qu'on utilisait, bien éloignés de la réalité. Il est donc important d'orienter pour une reconnaissance des différents niveaux de formation dans le domaine technique. Nous considérons que ceci va aider à l'inclusion sociale quand l'étudiant peut croître dans sa formation et clarifier des opportunités d'emploi. Le cadre, 4 caractéristiques. Pour ceux qui ont travaillé cette question, vous savez qu'il y a plusieurs types de cadres de qualification.
Ici, on a dit que le cadre devait être régulatoire. Nous devions orienter la régulation et le contrôle de l'offre des programmes d'éducation technique, la pertinence de ces programmes régulatoires articulateurs. C'est un cadre qui peut établir des niveaux de formation situés dans les sous-systèmes du système national et qui favorisait l'équivalence, reconnaissance de l'articulation inclusif pour inclure tous les domaines de travail et restreint. L'idée n'était pas aller aux institutions. L'idée, ce sont des directives pour que chaque institution travaille son propre curriculum, sa propre stratégie méthodologique, sa propre méthode. Le cadre, Francisco l'a mentionné, inclut des niveaux de qualification, descripteurs, niveau de scolarité pour entrer et partir des domaines de duration, le profil d'éducation et l'administration. De façon parallèle, nous nous rendons compte, on commence à voir le travail qui se faisait au niveau de l'éducation supérieure. Et nous avons voulu on a voulu commencer à s'approcher à la stratégie, aux éléments que le cadre de l'éducation supérieure considérait pour que l'éducation technique, pour que le cadre de cette éducation technique soit un cadre articulateur, que la personne qui s'est décidé pour cette route de formation technique voyait l'éducation supérieure comme un pas qu'il pouvait atteindre. Les 4 éléments considérés pour les descripteurs des niveaux sont d'accord avec ce qui s'établit au niveau de la région à travers le SOUC, la connaissance disciplinaire, application des connaissances, autonomie, responsabilité et interaction culturelle et sociale. 5 niveaux, nous avons défini 5 niveaux pour la formation technique conformément aux descripteurs dans ces 4 domaines. Le 5e niveau est le niveau qui fait la liaison avec l'éducation supérieure. Nous sommes très intéressés, on a parlé avec Francisco Alarcón il y a un moment. L'idée, c'est que ce 5e niveau, c'est le niveau d'éducation supérieure, puisse se lier réellement au programme avant graduation et après diplôme. Le 5e niveau est concentré dans ce sens-là. Le travail se fait avec l'équipe qui travaille. Les 5 niveaux sont définis, les niveaux d'entrée, de scolarité, les domaines sont définis. Nous avons utilisé une communauté de mesures dans les domaines heures parce que c'est ce que nous avons à portée de main. Mais nous savons, comme Francisco disait, qu'il faut changer et que les niveaux vont être définis par les résultats d'apprentissage du jeune quand il termine le niveau. Mais il nous manque quelques pas pour y arriver. La proposition du cadre était que les 2 derniers carreaux ont été approuvés par le Conseil supérieur d'éducation. C'est la maximum autorité au niveau national, au niveau d'éducation. Il a été accompagné par un décret exécutif qui établit une commission de haute portée au niveau institutionnel pour que ceci ne restait pas ici ou classé. La commission interinstitutionnelle est formée par la ministre de l'Éducation, le ministre du Travail, directeur exécutif de l'INA, le président de CONAL et le président de l'Union de présidents d'universités privées et de l'Union de chambres d'entrepreneurs. Cette commission interinstitutionnelle s'appelle Commission interinstitutionnelle pour la mise en œuvre et le suivi du cadre. De là, le CIS, une équipe technique qui, en principe, c'est la même équipe formée, composée de 2 membres de chaque institution qui travaillait. Et c'est l'équipe qui prépare les intrants pour les accords de la commission. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque beaucoup.
Et c'est bien de travailler avec l'expérience internationale. La définition de la méthodologie pour établir les normes, pour établir les classificateurs et la structure et le contenu du catalogue et la définition des règles pour diriger tout ce qui est le cadre. C'est vraiment de la charpenterie, c'est charpenterie un peu lourde. Nous sommes enthousiasmés, c'est ce qui nous manque pour terminer cette année, commencer l'année suivante et pour pouvoir faire coïncider l'éducation technique professionnelle et l'éducation universitaire. Merci beaucoup. Bon, je vais vous parler rapidement des IUT. Alors, je tiens à préciser que je remplace un responsable de l'association des directeurs d'IUT qui n'a pas pu être là. Et donc, Adelino m'a demandé d'intervenir à sa place en tant qu'ancien chef de département, justement, d'un IUT. Donc, je vais essayer d'être bref, d'autant plus que... Donc les IUT, alors mes prédécesseurs ont parlé déjà de l'importance de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, hein, des filières professionnelles, professionnalisantes, et les IUT en sont un bon exemple. Bon, il faut préciser d'abord très rapidement que alors que dans toute l'Europe, on a, avec la réforme LMD, licence, master, doctorat, le premier diplôme universitaire, normalement, s'acquiert au bout de 3 années. On a gardé en France une sorte d'exception, pas une exception culturelle, mais une exception universitaire, là, qui est le diplôme, un premier diplôme à vocation professionnalisante au bout de 2 ans seulement. Alors pourquoi ça a été gardé ? Parce que notamment les entreprises, les entrepreneurs en France ont voulu vraiment que ce soit conservé parce que c'est un diplôme qui a donné, qui a montré son efficacité notamment pour l'insertion professionnelle. Alors, concept des IUT très rapidement, ce sont des institutions donc, qui ont une autonomie, une certaine autonomie, mais qui font partie, c'est pour ça qu'on les appelle universitaires, ils font partie de l'université. Ils sont toujours dans une université, ils dépendent d'une université, et ils sont technologiques, c'est-à-dire à vocation technologique, effectivement, hein, et à vocation donc d'employabilité le plus possible. Ils sont très bien répartis en France. Hein. Je crois qu'il y a un bon maillage géographique des IUT avec un grand nombre de spécialités et des licences professionnelles par la suite. Alors, justement, ça, je ne sais pas pourquoi ça a été effacé là sur le carré vert qui est justement l'IUT. Alors, vous avez donc l'IUT et qui peut soit s'arrêter là où vous avez un carré vert vide, si je ne me trompe pas, alors qu'il est rempli normalement, bon, soit s'arrêter au bout des 2 années, soit déboucher sur ce qu'on appelle une licence professionnelle. Et soit éventuellement aussi, ça permet aux étudiants d'aller vers une licence classique, vers un master, etc. Je n'insiste pas. Alors les spécificités les spécificités de l'IUT et du diplôme universitaire de technologie, c'est quand même que c'est mené en grande partie en collaboration avec le monde économique. Le monde économique local, il y a une forte implantation des IUT dans les régions, justement, dans leur aire géographique. Hein. Les IUT sont souvent dans des villes moyennes, et justement, ça permet d'avoir une vraie collaboration avec les entreprises, avec les forces économiques locales, et donc une meilleure insertion aussi. Hein. Et les IUT peuvent correspondre davantage aux besoins, justement, hein, des entreprises. Alors un IUT, comment c'est fait ? Bon, c'est un ensemble qui est divisé en plusieurs départements. Donc il y a des départements purement scientifiques, enfin scientifiques techniques, d'autres de services, d'autres de commerce. Moi, j'étais chef d'un des départements, justement. Hein, et une caractéristique, c'est que c'est une équipe assez petite, soudée, composée à la fois d'enseignants et de professionnels qui viennent donner des cours.
hein. Je crois que c'est important de le signaler, hein. C'est très important qu'il y ait justement ces professionnels qui sont là pour donner des cours, hein. Les IUT se caractérisent aussi par un suivi personnalisé des étudiants, hein, de façon à ce que les étudiants ne soient pas laissés à eux-mêmes et trouvent leur formation la façon la plus facile possible. Donc c'est une formation en 3 parties. Il y a des cours, bien sûr, hein, des cours classiques, en classe entière, mais aussi en demi-groupe, voire quart de groupe, notamment pour l'apprentissage des langues. Ces demi-groupes permettent d'approfondir les choses, hein. Ce ne sont jamais des classes non plus très chargées, hein. Et donc c'est pour ça que ça permet d'avoir une approche professionnalisante plus forte. Alors, la deuxième caractéristique, c'est qu'à côté des cours, il y a ce qu'on appelle les projets tutorés, c'est-à-dire que les étudiants sont rassemblés en groupe tout au long de l'année et doivent en autonomie travailler sur un projet, mais un projet qui n'est pas un projet théorique, un projet concret en phase avec justement le monde qui les entoure. Donc ça sera travailler avec une entreprise, par exemple, pour inventer quelque chose pour eux, avec un cahier des charges. Bon, bien sûr, ils sont encadrés par des enseignants, hein, mais ça leur apprend déjà à être dans le monde du travail et pas dans un monde virtuel, mais vraiment d'approcher la réalité, puisque de leur travail, de leurs résultats, vont dépendre un certain nombre de choses. Il y a des implications pour l'entreprise qui travaille avec eux justement sur ce projet tutoré. Ils manipulent des budgets, ils sont responsables, hein, véritablement responsables de l'échec ou de la réussite d'un projet qui va au-delà des cours, hein, et qui concerne véritablement le monde concret dans lequel ils vivent. Et cela est renforcé bien sûr par des stages en entreprise, sur les 2 années que dure la formation en IUT, c'est de 10 à 12 semaines, hein, selon les cas, selon les choix. Alors, stage en entreprise où ils sont suivis, encadrés et où ils apprennent énormément, hein. C'est vrai que les étudiants, quand ils partent de l'IUT pour faire leur stage, quand ils reviennent après, ils ne sont plus les mêmes, hein. Et ils se sont découverts véritablement, hein. Ils deviennent des pré-professionnels. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, sont embauchés dans les entreprises qui les accueillent en stage. Bon, ça j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, faut qu'on aille vite. Alors l'admission en DUT se fait par ce qu'on appelle admission post-bac. Bon, c'est pas très important, mais surtout sur dossier, hein. Il faut que les étudiants soient motivés, montrent qu'ils ont... C'est pas une formation par défaut, hein. C'est pas, on se dit pas, tiens, je sais pas où aller, alors je vais faire un IUT, je vais faire une formation professionnelle. Non, c'est une formation voulue. C'est une formation qui n'est pas subie, hein. C'est une formation choisie. C'est ça qui est important, hein, dans la notion de dossier. Il faut qu'ils présentent un dossier, il faut qu'ils montrent qu'ils ont un projet d'avenir, hein, que ce projet correspond justement avec la formation dans laquelle ils veulent s'intégrer. Alors, très rapidement, ce qui se passe après le DUT, bon, je l'ai déjà un petit peu indiqué, mais vous voyez, il y a 35% des étudiants qui sont en DUT qui choisissent de continuer leurs études en licence professionnelle. Donc la licence professionnelle se fait sur une année supplémentaire, hein, après les 2 ans d'IUT. Et donc la licence professionnelle permet d'avoir une spécialisation, hein, et donc les rend plus attractifs sur le marché du travail, hein. Des jeunes qui sortent d'une licence professionnelle souvent arrivent à trouver du travail dans les 6 mois qui suivent leur diplôme, ce qui est pas mal. Certains, vous voyez, vont directement rejoindre la vie active, hein, 15%. Alors ça, c'est variable, hein, comme c'est marqué selon les formations. C'est-à-dire qu'il y a des DUT qui permettent d'arriver beaucoup plus vite à un travail que d'autres, évidemment, hein. Mais en moyenne, dans l'ensemble des IUT, 15% vont vers le marché du travail, et dans les 6 mois à 1 an qui suivent, ils trouvent en général un travail, ce qui n'est pas si mal, hein, dans le contexte économique un peu morose, hein, dans lequel on vit actuellement. Et puis d'autres continuent dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, voire plus loin jusqu'à faire un doctorat éventuellement, hein.
Alors, les IUT sont aussi caractérisés par une ouverture, enfin caractérisés, ils font aussi, hein, comme tout le reste de l'université d'ailleurs, hein, ils sont plongés dans une ouverture à l'international. Ils reçoivent de nombreux jeunes, hein, c'est les IUT, qui s'inscrivent eux-mêmes hein, par l'intermédiaire de Campus France, hein, qui peuvent venir d'eux-mêmes, soit bénéficiant d'accords avec des pays. Alors ce sont des accords entre des pays et puis des IUT particuliers. Hein. Par exemple, on a parlé de Tours tout à l'heure, hein, je crois, l'IUT de Tours. Il peut y avoir des accords supplémentaires. Par exemple, la DIUT, l'association donc des IUT, des directeurs d'IUT, a un accord avec le Gabon qui permet de recevoir chaque année une trentaine, une quarantaine, si je ne me trompe pas, de jeunes Gabonais hein, qui sont répartis sur l'ensemble des IUT de France, justement pour aider à la formation hein, de ces jeunes. Il peut y avoir d'autres choses, c'est-à-dire que l'ADUT, par l'intermédiaire de certains de ces IUT, fabriquer, disons, à réaliser avec, est en train de réaliser avec l'Algérie hein, un réseau hein, d'IUT qui sont implantés donc en Algérie maintenant. Donc ça, c'est une commande particulière, hein, une commande bilatérale entre un pays, en l'occurrence l'Algérie ici, et puis l'association donc des directeurs d'IUT. L'ADUT aussi travaille en même temps que l'ADRIC, hein, avec l'ADRIC, en étroite collaboration avec l'ADRIC, à une mise en place avec le ministère cubain de l'enseignement supérieur hein, d'une licence professionnelle. Donc vous voyez, ça, ce sont des pistes, c'est-à-dire des choses qu'on peut mettre en place, hein, que chacun de vos pays peut mettre en place, que chaque université peut essayer de négocier avec l'ADUT. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, bien sûr, vous pouvez passer par l'IFAC aussi hein, pour avoir un relais, hein, justement, pour essayer de réaliser ces partenariats avec l'ADUT pour créer, renforcer, développer les systèmes professionnalisants de courte durée que vous pouvez avoir envie de mettre en place, justement, dans chacun de vos pays. Voilà, je vais essayer d'être rapide. Je n'ai pas dépassé le carton jaune. Merci.